Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'Église du Monde que nous allons consacrer cette semaine aux ONG catholiques. Et qui sont ces volontaires qui s'engagent pour aider leurs prochains à l'autre bout du monde? Pour en parler avec moi, Frédéric Mounier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la délégation catholique pour la coopération. La DCC qui fête cette année ses 40 ans. Depuis 1967, vous avez envoyé plus de 15 000 volontaires sur tous les continents. Depuis 1967, nous avons envoyé 15 000 jeunes catholiques pour travailler au développement, pour répondre aux demandes des diocèses. Chaque année, aujourd'hui, nous en envoyons à peu près 250. Nous sommes de fait, la délégation catholique pour la coopération est la première ONG française d'envoi de volontaires dans les pays du Sud. Confessionnelle ou non, hein? Pardon? Confessionnelle ou non? Tout type d'ONG confondu. Et nous sommes également un service national de la conférence épiscopale. Voilà. Le profil du volontaire aujourd'hui a changé depuis 40 ans. Oui, le profil change. Les volontaires sont de plus en plus âgés, de plus en plus mûrs. La moyenne d'âge du volontaire, c'est 26-27 ans. Les volontaires sont de plus en plus compétents professionnellement. Lorsque moi, je suis parti en 1978, j'avais 22 ans et j'avais encore jamais travaillé. Aujourd'hui, beaucoup de nos volontaires ont déjà exercé une activité professionnelle. Ils ont une véritable compétence professionnelle et ils décident pendant 2 ans de leur vie de se mettre au service du développement, d'aller voir ailleurs comment ça se passe dans le vrai monde, en dehors de notre monde occidental. C'est une vraie parenthèse dans leur vie. C'est une parenthèse longue, 2 ans, c'est très très long, mais c'est une parenthèse extrêmement formatrice. Et vous savez, toujours les volontaires au retour nous disent finalement, j'ai reçu beaucoup plus que je n'ai donné. Vous-même, qu'est-ce que vous avez reçu en 1978 quand vous êtes parti au Cameroun? C'est très simple, hein. J'ai été enseignant pendant 2 ans au nord du Cameroun, à Ngaoundéré. J'ai découvert un monde dont je ne pensais pas qu'il pouvait exister. Un monde où la moindre goutte d'eau peut compter, un monde où l'amitié est facile, un monde où on se parle facilement, où l'homme existe en tant que personne, un monde où les rapports sociaux peuvent être extrêmement tendus, un monde où l'espérance proposée par l'Église et par le Christ est une espérance vécue au jour le jour, au quotidien. Et tout ça, évidemment, m'a marqué pour toute la vie. Donc c'est pas tout à fait un hasard si j'ai répondu à la demande des évêques quand ils m'ont demandé de présider la délégation catholique pour la coopération. Un travail bénévole. C'est un travail bénévole et à titre personnel. Puisque par ailleurs vous êtes journaliste. Voilà, par ailleurs je suis journaliste au groupe Bayard Presse et donc c'est une façon pour moi de rendre ce que j'avais reçu pendant ces 2 années qui ont été fondatrices pour toute ma vie. Cette vocation de journaliste, elle est née quand vous êtes parti en 78 au Cameroun? Oui, parce que c'est toujours cette volonté d'aller voir au-delà de la caméra, au-delà de l'écran, au-delà du micro, voir un peu comment ça se passe dans le vrai monde, au-delà de notre monde occidental, un peu fermé, confortable, où tout paraît simple, où il y a la sécurité sociale, où on peut vivre jusqu'à 80 ans. Je voulais voir comment ça se passe dans le monde où l'espérance de vie c'est 40 ans, où il faut mettre 5 enfants au monde pour en avoir 3 qui vivent, où tout est difficile, où tout est compliqué, où il faut vraiment se battre pour vivre. Je voulais aller voir là-bas comment c'était. Alors Frédéric Mounier, je vous propose tout de suite de partir au Cameroun, voir ces volontaires qui travaillent aujourd'hui au service de ces églises locales. On suit donc ces volontaires de la DCC. Regardez, c'est un extrait d'un documentaire. C'est la première fois que je viens en Afrique. Les images qu'on peut avoir, c'est que j'avais en tout cas, les médias, et puis des amis qui sont partis en Afrique et qui m'ont raconté leur voyage, les photos que j'ai pu voir. Mais je suis persuadée que chacun fait son voyage. Et moi, j'ai vraiment eu envie de m'insérer avec la population, de vivre avec eux leur quotidien, de connaître leur mode de vie, de vivre de leur manière, quoi. On est ici au collège où je travaille, le collège Jacques de Bernon, dans le cadre des cours de projet. Avant d'arriver, même si on ne prévoit pas, en tout cas moi j'ai pas prévu comment ça allait se passer, j'essayais de me dire, il faut que je me laisse surprendre. Mais on arrive super boosté, plein d'idées à faire. Et puis, bon, sur le terrain, en tout cas avec les élèves, je me rends compte qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment aller à leur rythme. Et même de vouloir aller trop vite, je trouve que ça les bloque. Je suis là pour coordonner l'ensemble des projets et puis leur apporter la notion de marketing. Donc, créer un produit pour le vendre. Et ici, nous avons 4 types de projets. Il y a d'abord le projet agriculture, le projet élevage, le projet imprimerie et le projet couture. Voilà les 4 projets.
Et à la tête, c'est mademoiselle Armel. Et nous sommes là, nous sommes comme les encadreurs. Et tout ceci, c'est pour créer aux élèves cet esprit de l'entrepreneuriat. Chacun, après le collège, doit regarder son environnement et créer quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, développer sa région. Pourquoi pas son pays? Frédéric Mounier, c'est intéressant ce documentaire parce qu'on voit cette jeune volontaire qui parle de marketing au Cameroun, oui, une région reculée. Et ce responsable qui parle d'entrepreneuriat. Alors c'est pas tellement une région reculée, pardon. Non, mais par rapport à ce qu'on peut connaître en Occident. Ah bah oui, c'est tout à fait différent. Tout est relatif. Là, nous sommes à Maroua. Maroua, c'est la capitale de l'extrême nord du Cameroun. C'est à quelques dizaines de kilomètres du Tchad. Le Tchad, donc une région extrêmement sensible, déstabilisée. C'est une région très aride. C'est vraiment le Sahel. Les premiers missionnaires sont arrivés en 1947 dans cette région. Donc là, c'est deux générations. Moi, c'est à peu près là que j'ai vécu. Le souvenir que j'en ai, et on voit bien que cette jeune volontaire aussi vit cela très fortement, c'est que c'est une deuxième génération, une première ou une deuxième génération de chrétiens. Donc des gens qui découvrent l'espérance du Christ, mais de façon tout à fait neuve, avec tout ce que ça comporte de subversif, de révolutionnaire. Et c'est des gens qui décident de prendre leur destin en main. Et on voit très très bien là les projets les petits projets de développement, les petits jardins potagers, l'irrigation, le souci de trouver un marché pour ses produits. C'est comme ça qu'un pays, qu'une région peut se développer. Donc on forme les populations locales. C'est en commençant par là. Et ce sont, d'une façon générale, ce sont les populations locales qui se forment elles-mêmes. Et nos volontaires arrivent pour appuyer les formateurs et puis pour un transfert de connaissances. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que disait Armel, là, c'est cette écoute qu'elle a des gens sur place. Elle a bien compris que le temps en Afrique n'est pas le même que le temps de chez nous. Aller trop vite. Ici, on est très pressé. Là-bas, on prend son temps. On prend le temps de se connaître. On prend le temps de se parler. Parfois, c'est très agaçant quand on a un projet de développement, on veut avancer, on veut construire, etc. Eh bien non, il faut prendre le temps. Et cette façon de prendre le temps pour aller à l'essentiel, c'est quelque chose qui va lui rester toute sa vie à cette chère Armel. Et en même temps, les Camerounais qui ont vécu avec Armel pendant 2 ans, eh bien, ils sauront que les Européens ne sont pas tous comme à la télé. C'est pas tous des héros de séries américaines, c'est pas tous des gens très friqués qui disposent de tout, etc. Ce sont aussi des gens qui sont capables de se poser, d'écouter les besoins, de proposer des solutions et d'avancer ensemble pour que le monde soit un peu meilleur. Mais j'imagine que tout le monde ne peut pas partir comme ça, 2 ans quelque part, alors, en s'intégrant complètement à la population locale, j'imagine. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait clair là-dessus. Et à la délégation catholique pour la coopération, nous sommes très précis là-dessus. La bonne volonté ne suffit pas. Et j'oserais même dire sur cette chaîne, la piété ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut d'une part un équilibre psychologique. C'est évidemment arriver sur place, arriver à Maroua. Ça peut être une boîte à névrose gigantesque. Absolument. Arriver sur place, c'est un choc. On rencontre la pauvreté, la chaleur, les maladies. Il y a aussi des choses négatives auxquelles on doit faire face. Et donc pour ça, il faut un minimum d'équilibre psychologique personnel. Et vous arrivez à l'évaluer avant qu'ils Oui, nous partent? sommes très très attentifs à ça. Les gens qui partent avec nous doivent passer à travers 2 week-ends de sélection-formation et 15 jours de stage de formation dans le cadre d'une université catholique. Et donc, nous sommes, je ne crains pas de le dire, nous sommes l'une des ONG françaises qui prépareront le mieux nos volontaires. Pourquoi? Parce que nous souhaitons qu'ils soient sur place équilibrés, des hommes et des femmes debout. Nous souhaitons qu'ils apportent des compétences. Nous souhaitons qu'ils puissent se mettre à l'écoute des gens sur place, y compris des églises locales qui n'ont pas du tout la même façon de vivre, de célébrer que nous. Et ça demande une certaine capacité d'adaptation. Et qu'ils puissent revenir debout, j'imagine aussi. Et qu'ils puissent revenir debout, naturellement. On essaye de limiter au maximum, on le connaît quand même, mais on essaye de limiter au maximum ce que nous appelons dans notre jargon le taux de retour anticipé. C'est-à-dire ceux qui craquent. Il y en a qui craquent. Hein. Bon, donc ceux-là, on les ramène. Mais on fait tout pour les sélectionner de façon à ce qu'ils puissent, sur place, donner et vivre avec le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je vous propose de rester en Afrique. Les efforts des ONG chrétiennes convergent vers le continent, évidemment. L'Église s'interroge encore aujourd'hui sur la marche à suivre pour aider les Africains. Regardez. En Occident, l'Afrique est souvent considérée comme un continent éprouvé par la guerre, la sécheresse, la maladie et les catastrophes naturelles. Cependant, la lente croissance économique, mais constante, de pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Angola, donne de l'espoir pour une partie du continent. Avec l'aide d'ONG internationales, le microcrédit commence à se diffuser en Afrique, permettant aux petits commerces de s'y développer. Les signes d'optimisme pour l'Afrique ne sont pas à chercher auprès des gouvernements qui ont failli du point de vue économique et politique. Il faut tourner le regard vers les personnes et vers leurs capacités dont elles ont fait preuve durant des années, à savoir résister à une situation extrêmement difficile et inventer des formes alternatives de société et d'économie fondées sur les valeurs morales et les relations humaines.
Radio Vatican a organisé un séminaire sur la croissance et le développement en Afrique pour la Journée mondiale de l'Afrique. Nous voulons examiner le problème avec les Africains eux-mêmes. Ils doivent être les protagonistes des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème le leadership et la gouvernance, en évoquant les personnalités ayant eu un rôle dans le développement des peuples africains durant les dernières décennies. L'une de ces personnes est le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. Son pays obtint l'indépendance en 1957. Il fut aussi l'architecte de l'organisation de l'Union africaine. Sa fille, Samia, rappelle son action. Le sens de cet événement réside surtout dans le fait qu'avec l'indépendance du Ghana, beaucoup d'autres pays furent aidés dans leur combat pour l'indépendance. Le projet panafricain fut projeté sur scène et dans les mentalités africaines. L'intégration panafricaine est considérée aujourd'hui comme un instrument crucial pour combattre le sida, le tribalisme ou la corruption. En attendant, l'Afrique devrait aussi être sur l'agenda du sommet du G8 tenu en Allemagne début juin. Depuis 40 ans, qu'est-ce qui a changé? Depuis même plus, parce que les indépendances, c'est un demi-siècle aujourd'hui. 40 ans depuis, Voilà. je parlais, depuis la DCC, depuis la création de la DCC. Il faut être à la fois lucide et puis plein d'espérance, c'est comme le propre du chrétien. Il faut être lucide, il y a en Afrique de la corruption, il y a de la violence, il y a des élites qui ne sont pas à la hauteur et il y a beaucoup de gens qui n'ont d'autres solutions que de fuir leur pays. Mais il y a aussi en Afrique des facteurs d'espérance considérables. Il y a une créativité, une intelligence, il y a le rôle des femmes, il y a le microcrédit et il y a, il faut le dire parce qu'on l'a vu ici, il y a quand même le rôle de l'Église dans bon nombre de pays d'Afrique face aux difficultés que les élites éprouvent pour prendre en main leur pays. Eh bien, ce sont les évêques, ce sont les églises locales, les diocèses qui prennent en main le développement, qui prennent en charge la santé, qui prennent en charge l'éducation, dans certains cas qui prennent en charge des structures financières également. Et c'est sur ces points-là que nous intervenons avec les volontaires de la délégation catholique pour la coopération. Ce sont des progrès qui se mesurent concrètement, qui se calculent? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Ils se calculent certainement pas. Ils se mesurent peut-être. Vous savez, je cite toujours cet exemple, mais il y a 30 ans de ça, donc j'avais parmi mes élèves de 3e et de seconde un garçon sympathique et plein d'avenir. Eh bien, ce garçon sympathique et plein d'avenir, il est devenu le secrétaire exécutif de l'ensemble des Caritas, c'est-à-dire des secours catholiques pour les 45 pays de l'Afrique subsahélienne. Donc à l'époque, je ne pouvais pas imaginer que la graine que j'avais semée avec quelques autres professeurs, je lui avais donné envie de vivre, envie de connaître, envie de grandir, envie de se mettre au service des autres. Ben, finalement, ça donne un cadre pour l'Afrique de demain. Voilà, donc ça ne se calcule pas, ça se mesure peut-être, mais vous savez, l'espérance chrétienne ne se mesure jamais de toute façon. Beaucoup de joie en tout cas. En tout cas, beaucoup de joie. Alors pas toujours sur le moment, parce qu'il y a aussi des échecs, il y a aussi des difficultés, mais à terme, oui, beaucoup de joie, oui. Alors je vous propose maintenant de découvrir une autre organisation chrétienne qui milite pour la paix cette fois, la paix dans le monde, la communauté Sant'Egidio, très influente dans la diplomatie mondiale. Regardez. La communauté Sant'Egidio, qui est un mouvement catholique, fête cette année ses 40 ans. Fondée en 1967 par le laïc catholique Andrea Riccardi, la communauté a depuis beaucoup fait pour le service des pauvres à Rome, ainsi que pour aider les malades du sida dans le monde. Mais elle est surtout connue pour son rôle de médiation dans les conflits mondiaux. Ainsi, en 1992, les médiateurs de la communauté ont mis fin à 16 ans de guerre civile au Mozambique. En mars dernier, ils ont aidé à la résolution d'une guerre de 4 ans en Côte d'Ivoire. Le secret de son succès est simple. Il n'y a pas de différence entre notre façon d'aider les pauvres tous les jours, entre nos initiatives locales et notre engagement international. L'objectif est le même, c'est l'idée d'être proche de ceux qui souffrent. Et c'est le secret que beaucoup d'autres n'ont pas. Un autre secret réside dans leur approche, celle d'établir des relations entre les parties en conflit. Nous ne pouvons pas imposer une solution sans qu'une solution soit acceptée par les deux parties. Notre façon de travailler est celle de la synergie. La communauté est patiente et peut se permettre de ne pas être liée à des pays donneurs ou à des gouvernements. Elle est en effet aidée par des bénévoles qui ne sont pas payés. Nous ne sommes pas du tout menaçants et les gens ont confiance en nous. Je me souviens que c'était ici, dans ce jardin, qu'il y a 3 ans, au milieu de l'été, le 15 août, soit à la pire période de l'année à Rome, nous avons reçu les groupes de rebelles du Libéria. Ils ne voulaient pas revenir à la table des négociations et le gouvernement américain nous avait demandé de l'aide. Nous avons dit aux Africains que nous étions ici et que nous n'avions pas d'intention cachée, que nous étions là seulement pour la paix. Nous leur avons proposé de travailler ensemble. Sant'Egidio a ainsi favorisé le retour de la paix au Libéria en 2003,
après une guerre civile qui a duré de façon non continue pendant des décennies. Les efforts de la communauté ont été couronnés de succès, si bien que le président des États-Unis, George Bush, devait s'y rendre lors de son voyage à Rome début juin 2007. Mais servir de médiateur pour la paix ne représente qu'une petite partie du travail de cette communauté. Ce n'est vraiment rien comparé à l'énorme montant de travail à faire à la racine, avec les pauvres. Soupe populaire, école, enfants, personnes handicapées. Partout où il y a un pauvre à Rome, Sant'Egidio doit être là. C'est dans cet esprit que la communauté poursuivra, faisant de la politique quand cela est nécessaire, mais sans jamais oublier son objectif principal, celui d'aider les pauvres. C'est presque, j'ai envie de dire, une belle machine de guerre. C'est une belle machine de paix. Et le travail du chrétien, c'est précisément de construire la paix, c'est de faire la médiation. Alors c'est ce que fait très bien Sant'Egidio, ce reportage nous l'a montré très justement. C'est aussi ce que font à leur façon les volontaires de la délégation catholique pour la coopération. Moi j'ai coutume de dire que nous essayons d'humaniser la mondialisation. Et ça, depuis un demi-siècle, les papes nous le demandent. Vous relisez les encycliques Popularum Progressio, vous relisez Sollicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II, vous relisez Deus Caritas Est de Benoît XVI, cette insistance sur la solidarité, sur la construction de la fraternité, sur la construction de la paix, c'est vraiment consubstantiel à la condition du chrétien aujourd'hui. On ne peut pas être chrétien si d'une façon ou d'une autre, et il y a 1000 façons de le faire, mais si d'une façon ou d'une autre, on ne participe pas à cette construction de la paix. Vos volontaires sont confrontés parfois à des situations géopolitiques difficiles. Oui, parce que le monde bouge. J'étais au Liban il y a un an, un mois avant le déclenchement de cette guerre absolument fatidique. Et de fait, ce pays était en train de se reconstruire. Ce pays était encore fragile, mais il y avait beaucoup d'espérance. Nos volontaires y participaient. Et puis, il y a eu la guerre et nos volontaires sont rentrés en France. Très tristes. De même, j'étais cette année en Centrafrique. Nous sommes là-bas, la DCC est la première ONG française par le nombre en Centrafrique. On a 35 volontaires qui répondent aux demandes des différents diocèses. En Centrafrique, c'est vraiment l'Église qui fait vivre le pays, ce qui reste de ce pays oublié du monde entier. On l'a vu récemment avec l'assassinat d'une volontaire de MSF. Donc nos volontaires sont sur les lignes de fracture, comme disait Monseigneur Claverie. Nous ne souhaitons pas les exposer à des situations vraiment dangereuses, car ce n'est pas notre métier. Mais parfois, ils sont aux frontières. Mais c'est toujours la difficulté quand on essaye d'être les acteurs de paix. Sur le terrain, il y a un dialogue qui se fait avec les autres volontaires des ONG. Oui, naturellement. Alors il faut se méfier aussi. Ça se passe, oui. Il faut se méfier de ce qu'on peut appeler vous savez, dans certaines zones, il y a ce qu'on appelle les ONG land, quoi. C'est-à-dire que c'est les seules voitures, c'est les voitures d'ONG. Les seuls cadres, c'est des cadres d'ONG. Ils se voient entre eux, ils se parlent entre eux, ils travaillent entre eux. Ça ne peut pas créer des situations un peu malsaines. Voilà, ça c'est tout à fait malsain. Nous, on est très attentifs. On est vraiment au service des diocèses, des communautés religieuses, des congrégations, des paroisses. Donc on est vraiment au plus près des populations. Et le but des volontaires de la DCC n'est pas de vivre avec les autres jeunes Européens. Il est de vivre avec les autres personnes avec lesquelles ils ont vraiment décidé de partager la vie. Il y a des dérapages parfois dans l'humanitaire aujourd'hui. Des dérapages, c'est-à-dire des dérapages d'ordre personnel ou des gens qui deviennent un peu difficiles sur place. Vous savez, toute situation humaine est une situation fragile. Donc, mais encore une fois, nous on insiste beaucoup dans la sélection, le recrutement, la formation. On insiste beaucoup pour avoir vraiment des hommes et des femmes de qualité de façon à éviter des ce type de situation. Alors quand on parle des ONG chrétiennes, on pense évidemment également au Secours catholique, la Caritas qui est présente sur tous les fronts, sur tous les continents. Depuis plusieurs mois, elle milite activement pour l'annulation de la dette des pays pauvres. Regardez à Rome. Make the aid work, ou pour une aide efficace. C'est ainsi qu'a été baptisé un appel insolite place Saint-Pierre. Il s'agissait en réalité de l'appel des personnes réunies au Vatican pour l'Assemblée générale des agences humanitaires catholiques de la Caritas Internationalis. Ils ont demandé au groupe du G8 de respecter les promesses faites par les nations industrialisées aux pays pauvres. Nous appelons le G8 à réellement mener à bien ses engagements pris auparavant, à soutenir le développement des régions et particulièrement celles les plus pauvres. Nous voulons la justice, nous voulons que les promesses soient respectées et que le G8 prenne ses responsabilités au niveau international. La rencontre a aussi été une occasion pour parler du réchauffement climatique. J'aimerais appeler les pays du G8 à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne les changements climatiques, à établir cela avec les scientifiques. En effet, les personnes qui en souffriront le plus seront les pauvres. Distribuer avec justice les richesses du monde et ses ressources naturelles. Tel est le message que la Caritas Internationalis a lancé au sommet du G8 en Allemagne.
C'est votre partenaire, la Caritas? Ah oui, tout à fait. On est très en lien avec le Secours catholique en France et on a bon nombre de nos volontaires qui sont des projets qui sont organisés par les Caritas locales. Moi, j'étais très frappé dans ce reportage. Vous avez vu ces gens de toutes les couleurs. C'est l'Église universelle qui essaie d'avoir une parole de justice. Alors effectivement, ils mettent en cause souvent l'aide. C'est un sujet extrêmement difficile parce qu'elle se passe entre États. Et donc, ça rentre dans le cadre d'un rapport de puissance. Souvent, l'aide est liée et il arrive que l'aide, également l'aide de la France, ait pour objectif d'ouvrir des marchés pour les entreprises françaises. Bon, pourquoi pas? Mais c'est la raison pour laquelle il faut insister, et la Caritas se fait bien, et nous aussi, à la délégation catholique pour la coopération, sur l'aide vraiment au ras du sol, l'aide sur le terrain pour des petits projets, et c'est ça le travail des ONG. Vous êtes écouté par les gouvernements ou par des responsables politiques? Ah bah écoutez, ici en France, on est des partenaires privilégiés pour le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération, qui soutiennent ce type de volontariat. Ils sont évidemment attentifs à ce qu'on dit. Ils sont attentifs à ce qu'on dit. Pas plus qu'un État ne peut l'être. Un État a sa propre logique. Mais notamment en Afrique, on voit bien que les positions françaises sont très nettement mises à mal par l'avancée de la Chine. La Chine est en train de coloniser l'Afrique, il faut le dire clairement. Ah, c'est une réalité. C'est une réalité absolue dans bon nombre de pays d'Afrique. De quelle manière? On construit gratuitement, on donne et on inonde les marchés de produits qui sont tout à fait adaptés, ils sont pas chers, ils sont solides et ils sont adaptés aux conditions de vie locales. Ça fonctionne et en plus on apporte des millions de dollars parce que l'aide chinoise n'est pas liée à l'exercice des droits de l'homme, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait inconnu en Chine, c'est aussi souvent inconnu dans bon nombre de pays d'Afrique, donc tout le monde s'entend bien. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons pour vraiment une aide au ras du sol, de personne à personne, et de ce point de vue-là, les relations entre églises sont les relations absolument les plus efficaces. Cette volontaire africaine parlait d'écologie. Est-ce qu'en Afrique, on a le temps de penser au réchauffement climatique? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? J'ai encore dans les yeux ce que j'ai vu en République centrafricaine. Vous prenez la carte de la République centrafricaine et vous voyez qu'année après année, ce qu'on appelle la forêt primaire, qui est le lieu où vivent les pygmées, qui est donc un lieu d'oxygénation essentiel pour l'humanité, eh ben c'est quelque chose qui se déboise de plus en plus. Pour alimenter en bois la ville de Bangui, il y a 10 ans, il fallait faire 5 km à pied. Aujourd'hui, il faut faire 50 km à pied. On voit sur la nationale des petites carrioles qui sont poussées par des hommes qui sont de vrais esclaves et qui poussent des chargements de bois pour alimenter la ville de Bangui en bois parce que la cuisson domestique par le bois, c'est encore la moins chère. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'écologie soit active en Afrique. Mais en même temps, c'est en Afrique qu'on voit les dégâts causés par un manque de discernement en matière d'écologie. Les églises locales vous demandent de faire des choses sur ce terrain-là, d'occuper ce terrain-là? Ça commence. Mais de fait, on ne peut pas demander aux gens. Il faut d'abord assurer la vie des enfants, leur éducation, leur santé. Alors, dans certains cas, ça se rejoint. La question de l'eau propre, par exemple. On n'imagine pas ici ce que c'est que de vivre à côté de l'eau qu'on ne peut pas boire, qu'on ne peut pas consommer, qu'on ne peut pas donner à ses enfants. Mais c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique. Donc évidemment, on travaille sur des projets d'assainissement hydraulique, sur des projets d'organisation autour des ressources en eau. C'est aussi une forme d'écologie. On arrive au terme de cette émission. J'ai une dernière question. Quels sont aujourd'hui les grands défis pour la DCC, 40 ans après sa création? Alors, le grand défi, il y en a plusieurs. Hein. C'est souvent un défi de notoriété. La délégation catholique pour la coopération, DCC, première ONG française d'envoi de volontaires, service national de l'Église en France, de la conférence épiscopale, n'est pas suffisamment connue. Donc, je vous remercie de nous avoir invités. Ça nous permet de nous faire connaître. Je rappelle qu'il y a un documentaire qui va sortir sur donc, le travail de la site DCC. internet www.ladcc.org et nous souhaitons évidemment accueillir le maximum de candidatures de jeunes volontaires, en particulier ceux qui regardent KTO, de jeunes volontaires pour partir avec nous au service du développement des pays du Sud, avec les églises du Sud. Le message est passé. Merci en tout cas Frédéric Mounier. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation catholique pour la coopération, la DCC, qui cette année fête ses 40 ans. Et puis un merci également à Ariane Rollier de Rome Reports pour tous ces reportages d'églises du monde. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.